Bonjour à tous, on se retrouve pour une série de vidéos sur un livre qui m'a transformé, bouleversé récemment. Il s'appelle Shape Up, un livre écrit par la société Basecamp, pour ceux qui connaissent, dont le sous-titre c'est Stop Running in Circles and Shape Work That Matters. Vous remarquerez un accent incroyable. Non, j'ai lu un peu par hasard ce livre et comment je l'ai trouvé? Je sais plus exactement comment je l'ai trouvé. Et en fait, ça a changé vraiment ma perception d'organiser une équipe de développeurs logiciels. Ça fait pas mal de temps que, au sein de mon équipe, je me pose plein de questions sur comment améliorer l'organisation globale, sur le Scrum, sur le Kanban, sur les tickets, sur les specs. Il y a toujours plein de petits trucs. Enfin, il y a toujours des process un peu lourds qui prennent du temps et ça déborde. Enfin, les tickets débordent, les sprints sont pas finis, on calcule la vélocité, mais on n'est jamais content. On a je travaille dans une startup, donc forcément les ressources sont extrêmement limitées et je ne trouvais pas la bonne formule. Et en fait, ShapeUp est arrivé, enfin arrive avec une formule super intéressante et ça m'a tellement convaincu qu'on est en train là actuellement d'implémenter cette méthode là où je travaille. Donc on est au tout début, donc j'ai pas forcément encore trop de recul, mais sans aucun doute dans les prochains mois, je sortirai une nouvelle vidéo pour avoir un peu plus de recul sur comment nous on a implémenté cette méthode. Parce que ce qui est intéressant dans ce livre-là, hein, on va le parcourir ensemble, c'est qu'ils nous livrent leur méthode à eux, mais ils nous montrent également comment l'adapter, comment l'implémenter à nos spécificités. Voilà pour le programme, donc ça va nous occuper quelques vidéos. Et puis, je pense que vous n'avez pas de questions, puisque vous pouvez pas me répondre, mais on est parti. Euh, Comme sur ce genre de vidéo où je décortique des livres, il y aura à peu près une vidéo par partie. Donc, une introduction, c'est la vidéo du jour. Première partie sur le shaping, concept essentiel du livre Shape Up. Partie 2 sur le betting. Partie 3 sur le building. Et une dernière partie très légère sur quelques éléments supplémentaires. Pour ceux qui me découvrent, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux, pardon, que ce soit X, Twitch, un peu moins ces derniers temps, et Medium, et une newsletter hebdomadaire avec plein de veilles technologie. Allez, donc je vais commencer déjà par déterminer si cette présentation, enfin cette série de vidéos est faite pour vous. Comme ça, si vous ne répondez pas à ces critères, ça vous économisera du temps. Premier point, c'est du vécu, hein. Enfin grosso modo, on fait du Scrum et ça déborde toujours. Euh, Si vous avez un dev qui en permanence va vous dire ah faudrait refactoriser ça, améliorer ceci, installer bidule, et après on pourra faire cette feature. Du coup en fait vous sortez jamais cette feature. Sinon on fait du Kanban mais les priorités sont jamais claires. Vous avez un backlog qui déborde, qui est très 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 long et puis finalement les choses sont, enfin il y a une distance entre vous et le CEO et c'est ce qu'il y a après, hein. C'est grosso modo je comprends pas, ça fait 3 mois que j'ai demandé cette feature, pourquoi ça sort pas? Pourquoi les features sortent plus aussi rapidement qu'avant? Avant ça était efficace, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, etc. Et un dernier point, c'est aussi la déconnexion, hein, les devs qui vont être un peu dans leur process, dans les rituels et qui vont peut-être perdre le sens par rapport aux features qu'ils développent, pas comprendre l'impact que ça peut avoir. Finalement, tous ces points-là sont abordés dans le livre et le livre apporte une partie de la réponse. Cette présentation n'est pas pour vous si vous n'avez pas envie de changer les choses, euh, dans le sens, là, ça sert à rien de perdre votre temps pour lire un livre sur une méthodologie si vous n'êtes pas enclin à changer les choses de votre côté. Deuxième point, si vous n'acceptez pas un minimum de radicalité, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'équipe de Basecamp sur les différents livres ou concepts qu'ils ont, c'est qu'ils ont un point de vue, ils l'assument et ils n'en démordent pas. Et je pense que c'est important. Je pense qu'à faire trop de compromis, finalement on s'éparpille. Là, il y a un parti pris, il y a des concepts très forts dans la méthode ShapeUp qui peuvent paraître très radicaux, mais cette radicalité, elle est nécessaire pour justement ne pas subir un peu les, les éléments qu'on a évoqués avant.
Et dernier point, c'est plus personnel, c'est que si vous ne supportez pas les présentations où le speaker parle en français avec des mots anglais, comme je viens de le faire, avec des slides en anglais. Puisque bah, la suite de la présentation, ça va être, on va reprendre de manière chronologique tout le livre, et forcément le livre est écrit en anglais, donc je ne me suis pas amusé à tout traduire, j'ai repris les expressions du livre. Donc voilà, donc si ça vous plaît pas, merci, au revoir. L'auteur de ce livre, c'est Ryan Singer. Donc c'est une personne qui est pas un C-level chez Basecamp, mais qui est depuis un bon moment et qui a touché un petit peu à tout, hein, du software, de l'UI, à la stratégie. Euh, il a fait des features utilisées par des millions de personnes, c'est pas mal, pardon. Et surtout, c'est qu'il a été vraiment au cœur de la méthodologie des process pour faire en sorte de shipper des choses qui fonctionnent. Donc le livre, il est disponible sur le site de Basecamp gratuitement, ça c'est plutôt cool. Si vous voulez les soutenir, vous pouvez payer. Et franchement, ils sont cool. Enfin, ils sont cool. Parce qu'en fait, petite anecdote, ça vous intéresse sûrement pas, mais je l'ai commandé. Le livre, quand il est passé chez moi, j'étais pas là. Après, je suis parti en vacances. Donc, quand je suis revenu, le livre était plus à la poste. Et 6 mois plus tard, j'ai pas compris pourquoi il y avait une ligne avec un moins sur une facture. Et je les ai appelés et ils m'ont remboursé. Parce que j'avais pas reçu le livre du coup. Donc franchement, ils ont été super cool, super compréhensibles. Mais c'est pas pour ça que vous devez acheter le livre, c'est surtout parce que le contenu est super pertinent. Vous pouvez le lire en ligne ou en PDF, et c'est cool. Pour ceux qui connaissent pas Basecamp, c'est une solution un peu de gestion tout en un pour les entreprises. Et le CTO de Basecamp est le fondateur de Ruby on Rails, pour ceux qui connaissent cette techno. Bon, bah, on va démarrer l'introduction. Donc, hein, je le répète, dans la série de vidéos, donc je repasse en fait le livre en essayant de garder les parties importantes, en essayant de synthétiser. Euh, ça peut vous être utile si soit vous avez lu le livre il y a quelques temps et vous voulez une petite piqûre de rappel, ou si justement vous savez pas trop si vous voulez lire le livre, ou sinon si vous avez lu le livre et que vous n'avez pas envie de le relire pour reprendre les éléments importants, vous ne savez plus exactement où ça se situe, bah, au moins l'avantage de la vidéo c'est que vous avez une avance rapide, donc vous pouvez consommer ça peut-être plus facilement. Voilà. Moi je le fais parce que ça m'aide aussi à bien mémoriser, à bien m'imprégner pardon, de cette méthode. Donc, bah, on est parti pour la partie introduction. Donc, la première partie du livre est vraiment cool. Enfin, ça vous met dans l'ambiance. Moi, enfin, après les premières pages, j'ai vraiment eu envie de le lire et je crois que je l'ai lu en 2, 3 soirées tellement, en fait, je trouvais ça très percutant et j'avais toujours envie d'en savoir plus. Donc, le premier point, c'est qu'il revient un peu à l'encontre de ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que les idées ne valent rien, c'est l'exécution qui compte. Donc, il part de cette phrase pour dire oui, mais en fait, une exécution mal faite, c'est une exécution qui est contre-productive, puisque ça va en fait un peu casser la dynamique, de construire des choses qui n'ont pas de sens, ça n'a pas de sens, effectivement. Donc, c'est bien beau de shipper des choses, de dire que les choses sont bonnes, mais en fait, à quel prix? Au prix de beaucoup d'argent dépensé, d'énergie, de fatigue ou de problèmes RH. Et donc le but, c'est pas forcément de rester ça, de répéter, d'appliquer bêtement des méthodes parce que c'est de l'agilité et que l'agilité c'est à la mode, et de faire ça en boucle, mois après mois, année après année. Et donc, bah, il nous parle de comment est née cette méthode, hein, et grosso modo, ça vient de leur expérience, hein, 15 ans à tester des choses, à tester des cycles de 3 mois, puis à les réduire au fur et à mesure. Donc ils ont shapé leur way. Et il y a une formule que j'aime bien dans le livre, c'est justement de ne pas prendre ce livre comme un livre, mais comme une lanterne pour vous éclairer. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'étais hypnotisé par ce livre-là et je suis allé au bout. Bon, le conseil, j'en ai un peu parlé, hein, c'est les équipes de développement qui sentent que les projets s'enchaînent, hein. On fait un sprint, et puis on enchaîne sur l'autre sprint, et puis on fait un autre sprint, et puis un autre sprint, et finalement on souffle jamais. Il y a toujours enfin voilà, les tickets arrivent toujours en boucle, ou dans un Kanban, bah, pareil, le backlog se remplit, se remplit, se remplit. Tout le monde a des idées, les met, le product manager se bat pour les prioriser, les devs sont pas d'accord, etc.
Donc c'est fatigant. Le product manager, il subit un petit peu parce qu'il doit forcément définir un peu les specs. Il n'arrive pas, enfin, c'est compliqué pour lui d'avoir une vision globale parce que tout le monde a des bonnes idées. Mais que faire entre la bonne idée, le feedback du client, le bug et l'amélioration proposée par les devs? Un peu perdu. Et puis les fondateurs ou la partie stratégique qui est un peu plus en mode mince, on embauche plus de personnes, mais les features mettent plus de temps à sortir, quoi. Comment ça se fait? On veut carburer. Le, le principe, il se base sur un cycle, tout simplement, un cycle fixe de 6 semaines. 6 semaines, pourquoi? Bah, ils disent que c'est suffisamment long pour construire quelque chose qui a du sens, de bout en bout, et c'est suffisamment court pour faire en sorte que si quelque chose se passe mal, d'une part, on n'a perdu que 6 semaines, et aussi pour que quand l'équipe démarre ce cycle-là, elle arrive à visualiser euh, les 6 semaines. C'est pas la même chose 6 semaines et 6 mois. 6 mois, on se dit, oh, bon, on a le temps, et vous avez tous été étudiants, et j'imagine que comme moi, ah, bah, le projet rentre dans 3 mois, je suis large et tout. Et puis finalement, une semaine avant, on se dit, mince, c'est la semaine prochaine, je sais pas vraiment commencé, donc on commence à carburer, à faire des nuits blanches peut-être que la dernière soirée ou autre. Et bref, et finalement, c'est un peu contre-productif. Euh, donc l'idée, c'est 6 semaines. Voilà, tout simplement. Donc c'est plus long que la taille par défaut d'un sprint dans Scrum, hein, de 2 semaines, je crois, enfin en moyenne. Et voilà. Le but donc de ces 6 semaines, c'est de se concentrer vraiment sur le produit et de vraiment différencier la partie euh, stratégie qui choisit une direction et une feature sur laquelle se concentrer et la partie gestion du temps. Euh, ils reviennent beaucoup sur certaines méthodologies où il y a plein de meetings, où il faut compter les heures, où il faut relire les tickets les uns après enfin, entre guillemets en permanence. Faut les mettre à jour, faut repasser dessus, faut repasser sur le backlog complet pour voir s'il n'y a pas un ancien ticket, etc. Donc finalement, c'est beaucoup de temps perdu. Là, l'idée, c'est de se dire on va se concentrer sur une feature. Si cette feature, on arrive à la sortir dans 6 semaines, on est content. Vraiment, on sentira que l'équipe a bien dépensé son temps. Euh, et ensuite, on démarre les 6 semaines et l'équipe en charge de cette feature-là, elle est concentrée uniquement sur ça et personne n'a le droit de la déranger. Ce qui va lui permettre de rentrer dans un flow, dans un focus incroyable pour faire que ça et ne pas s'embêter avec tout ce qu'elle a de meetings et autres éléments qui pourraient provoquer du contexte switching. Comment ça se passe en fait? C'est que la première étape, c'est la partie de shaping. Donc c'est de esquisser en fait la feature à développer. Donc l'idée c'est qu'il y a un groupe de profils un peu seniors qui viennent définir la solution, enfin oui, qui viennent définir le résultat attendu plutôt. Ils viennent pas apporter la solution, ils viennent définir le résultat attendu. Je dis ça parce que effectivement le deuxième point c'est faut trouver le bon niveau d'abstraction. Le but c'est d'être suffisamment précis pour que l'équipe qui va le construire comprenne où aller, mais garder suffisamment d'abstraction pour qu'ils aient de la place, pour que le designer ait de la place pour faire ses propositions, pour que le développeur ait de la place pour faire des tests, choisir des technos différentes ou avoir l'implémentation, enfin l'espace technologique pour le faire. Dernier point, c'est qu'il n'y a pas d'estimation. Il parle de concept d'appétit. On y reviendra plus tard. Euh, la question, c'est pas combien de temps on veut dépenser, c'est comment on fait rentrer notre appétit dans le cycle. Et donc, il faut réduire le problème le, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire rentrer dans une période de cycle. Un autre point, c'est en fait, le but, c'est que il y a cette équipe de seniors qui va réfléchir à la feature et ensuite qui va le donner à l'équipe d'exécution. Et ensuite, l'équipe d'exécution, elle est totalement autonome, totalement responsable. Elle s'organise comme elle veut, elle va définir ses tâches. Si elle veut faire des tickets, elle fait des tickets. Si elle veut me faire des post-it, un tableau blanc, elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets. C'est pas au, on va dire, au product manager de s'occuper de ça.
On fait confiance aux devs, on fait confiance aux designers, et c'est eux qui avancent là-dessus. Et, euh, et justement, il y a une expression que j'ai bien aimée, c'est la partie, ces gens-là sont pas des ticket takers. Ils sont pas à la boucherie à prendre un ticket, ah tiens, je vais faire ça. C'est, euh, c'est un- c'est- on spolie un petit peu la partie créative du métier de développeur en faisant ça. Et là, l'idée, c'est de dire, bah voilà où on veut aller. Vous avez 6 semaines, donc vous avez le temps de faire des choses, vous avez le temps de faire des erreurs. Allez-y et prenez le chemin qui vous va. Si vous pouvez passer à droite ou à gauche, peu m'importe. Moi, ce que je veux, c'est arriver là-haut. Et le dernier point, bah, c'est que donc dans la phase de shaping, il y a beaucoup de consultations en fait qui sont faites. C'est un point qui m'a marqué, c'est que finalement, la phase de shaping, en fait, elle dure aussi 6 semaines. Donc en fait, on va avoir 6 semaines pour bien réfléchir à une feature, pour creuser la feature. Et ça va pas être simplement un ticket, on va avoir 3 user stories qui se battent en duel et qui vont être interprétées différemment. Là, c'est vraiment, on va creuser le sujet euh, pour l'équipe, premier point. Et le deuxième point, c'est que au bout des 6 semaines, et c'est un des concepts très radicaux, au bout des 6 semaines, c'est shippé, parfait, c'est pas shippé, circuit breaker, on coupe, tant pis. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, le projet a mal été, la feature a mal été shapée. Il y a eu l'équipe de build des développeurs n'a pas réussi à s'organiser comme il fallait. Tant pis, on limite la casse, on déploie pas et un nouveau cycle commence avec une nouvelle feature. On y reviendra plus en détail. Mais ça, c'est très important. Ça conclut la partie introduction. Donc, on a parlé un petit peu de l'origine, hein, donc ces douleurs qui grossissent sur les méthodes qui peuvent exister un peu sur étagère et qui ne s'appliquent pas forcément en fonction des états d'esprit des équipes et des gens. Le concept qu'il faut retenir, c'est vraiment un cycle de 6 semaines, hein, qui est suffisamment long pour faire quelque chose qui a du sens et suffisamment court pour ne pas perdre trop de temps si ça se passe mal. Première partie du travail, c'est de faire du shaping, trouver le bon niveau d'abstraction sur le travail pour dire où est-ce qu'on veut arriver en essayant de décrire au mieux euh, le chemin, mais ne pas entrer trop dans le détail, laisser l'espace aux développeurs, et ce pour renforcer en fait leur responsabilité et faire en sorte que eux s'organisent. Et c'est tout simplement. Et puis ensuite, il y a des parties hein, sur le risque où finalement, au bout de 6 semaines, c'est déployé, tant mieux, c'est pas déployé, tant pis. Et donc ça conclut l'introduction de ShapeUp. Bah, je m'arrête là pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la partie 1. On va entrer en détail dans cette phase de shaping qu'on a introduite. Merci à vous, à bientôt.